Bonsoir, et je voudrais commencer par vous remercier de m'avoir invité, parce que ce que je viens d'entendre, ça confirme une conviction profonde en moi, qui est que les quartiers populaires et leurs habitants, c'est pas le problème, mais c'est vraiment la solution. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un vrai savoir populaire. Les commentaires que fait Joachim, je crois, c'est ça, c'est Joachim. Les commentaires que fait Joachim, quand on regarde de près, portent une dimension de savoir qui ne cède en rien à certains soi-disant universitaires ou certains soi-disant chercheurs. Et ça veut dire que nous avons vraiment intérêt, dans les années qui viennent, les mois qui viennent et les années qui viennent, à multiplier les espaces autonomes dans lesquels les habitants des quartiers populaires élaborent leur propre regard sur leur réalité, élaborent leurs propres explications. Alors tout à l'heure, dans la présentation, Scheherazade hésitait, sociologue militant, je fais partie d'un courant de la sociologie qui, minoritaire, qui considère qu'aucune recherche réelle n'est possible si le chercheur n'est pas engagé. Ce que montre le petit reportage qu'on vient d'avoir, c'est que l'enfermement n'est pas seulement un sentiment, c'est aussi une réalité. Et c'est pas déconnecté de ce que nous vivons aujourd'hui. Quand je dis c'est pas seulement un sentiment, c'est également une réalité, c'est qu'il faut vraiment prendre la mesure de ce qui s'est passé dans nos quartiers populaires depuis au moins une trentaine d'années. Je dis au moins parce qu'en fonction des endroits, ça peut être 40, ça peut être 25, mais au moins une trentaine d'années. Je voudrais les résumer pour pas trop influencer les débats autour de 4 ou 5 grands processus qui, à mon avis, traversent la vie des classes populaires et la vie des quartiers populaires. Nous avons vécu dans nos quartiers un premier processus qui est le processus de paupérisation massive. Ça n'est pas pour dire que c'est la pauvreté qui crée tout. C'est juste pour qu'on prenne la mesure. Sinon, on va dire nos enfants sont devenus fous. Sinon, on va dire nos quartiers sont devenus fous. Sinon, on va dire ça y est, les habitants des quartiers. Il faut prendre la mesure de ce qu'a signifié la paupérisation dans les quartiers populaires entre les années 70 et aujourd'hui. On a vu un déclassement massif. Et c'est important de le prendre en compte parce que cette paupérisation, elle est masquée par les moyennes nationales qu'on nous donne. On nous dit 10% de chômage. Mais ça n'est pas vrai. On a 10% de chômage en moyenne, ce qui veut dire 20% dans les quartiers populaires, ce qui veut dire 40% pour les jeunes de 16 à 25 ans. Et ça n'est pas la même chose si on veut mesurer la solidité du lien social ou les endroits où ça craque, que de se dire c'est du 10% ou du 40%. Et donc ça, c'est le premier grand processus qui va avoir toute une série d'effets, parce que les quartiers populaires, c'est aussi des quartiers qui étaient structurés depuis très longtemps par la culture ouvrière, qui était une culture très socialisatrice, qui était une culture qui était donneuse de repères extrêmement importants. Les nouvelles générations n'ont pas pu bénéficier de cette culture de socialisation. Alors ça va, bien entendu, en fonction des familles, ça va être très différent, donc tous les habitants des quartiers populaires ne se ressemblent pas, mais de manière tendancielle, en termes de tendance générale, on a une fragilisation des espaces de socialisation. Le second processus, il est encore plus grave. C'est le processus de précarisation. Certains ont du boulot. Mais ce boulot, c'est quoi? C'est du CDD au stage, à l'intérim, CDD, stage, intérim. C'est devenu banal aujourd'hui pour les jeunes de considérer, et je ne vais même pas parler des jeunes qui n'ont pas de diplôme ou de formation, des jeunes diplômés et même surdiplômés, c'est devenu banal de considérer que pendant 2-3 ans, ils vont faire des contrats civiques, des contrats aidés, etc. C'est-à-dire que le mode d'entrée dans le monde du travail est un mode d'entrée précaire. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que ça inverse quelque chose dans les quartiers populaires. Ça inverse l'ordre des générations. Dans le passé, les enfants et les parents étaient persuadés que leurs enfants allaient avoir des conditions de vie et d'existence meilleures que les leurs. Si vous rajoutez l'immigration là-dedans, pourquoi migre un immigré? Pour que ses enfants vivent mieux que lui. Et voilà que la réalité vient nous amener que les nouvelles générations sont dans des conditions inférieures à celles des parents. De précarité plus grande, de pauvreté plus grande, etc. Ça, c'est le second facteur qui va expliquer ces processus d'enfermement. Parce que, bien entendu, tous ceux qui pourront fuir ces classes populaires, parce qu'ils ont encore un boulot, parce qu'ils ont des possibilités de trouver ailleurs, eh bien, vont partir. Et donc, on va donc avoir un enfermement objectif, pas choisi, pas voulu, mais qui est objectivement le résultat de ces évolutions sociales.
Le troisième processus, il est encore plus important. Il est encore plus blessant. Et il va provoquer des souffrances extrêmement importantes, qui est le processus de discrimination. Et là-dessus, force est de dire, on a parlé du Danemark, etc., mais force est de dire que s'il y a un pays dans lequel il y a eu une hypocrisie collective, c'est bien la société française. Dans tous les autres pays, au moins le débat était ouvert. Au moins il y avait des recherches qui cherchaient à quantifier. Au moins il y avait des débats politiques sur comment on va lutter contre, etc. Ici, pendant des décennies, ça fait seulement 10 ans qu'il y a une reconnaissance de l'existence de discrimination en fonction de l'origine. Il y a eu une hypocrisie collective qui était de dire, puisque c'est écrit liberté, égalité, fraternité, c'est que les discriminations ne peuvent pas exister. Et le résultat, c'est qu'on a commencé à en parler quand c'était devenu déjà un phénomène massif, un phénomène systémique, un phénomène ancré dans la réalité. L'enquête du Bureau international du travail sur les discriminations en France nous donne l'indication suivante. 4 employeurs sur 5 préfèrent le candidat du groupe majoritaire, donc non issu de l'immigration, au candidat du groupe minoritaire, et en l'occurrence, les testeurs, c'était des Noirs et des Arabes. 4 sur 5, c'est pas 1 sur 10, c'est pas 1 sur 50, c'est pas 1 sur 100. C'est massif, c'est systémique, c'est institutionnel. Et ça va provoquer, au sein des quartiers populaires, des processus de souffrance extrêmement importants. Alors bien entendu, avec des intériorisations, avec, en fonction de la solidité du groupe familial, en fonction des gens qu'ils peuvent avoir autour, ça va détruire ou les gens vont pouvoir résister. Mais tout le monde n'est pas égaux face à une épreuve aussi forte que de s'apercevoir qu'on n'a pas les mêmes chances que les autres concitoyens. Quelqu'un a parlé de la marche de 83, et oui, on marchait déjà en 83. Mais vous savez, en 83, c'était quoi la vraie cause de la marche? Le déclencheur, ça a été les crimes racistes de l'été. Ça, c'était le déclencheur. C'était la goutte qui faisait déborder le vase. Mais 83, c'est quoi? 83, c'est 20 ans après l'indépendance de l'Algérie. C'est-à-dire que c'est la première génération de Français nés après les indépendances. Et ces jeunes, quand ils arrivaient sur le marché du travail, sur le marché de la formation, etc., c'était la première fois qu'une génération s'apercevait qu'elle n'avait pas exactement les mêmes chances que ses concitoyens. Elle qui se considérait française, elle qui s'était construite française, elle qui était française, elle qui avait été à l'école française, s'apercevait au moment de l'âge adulte, au moment de l'entrée dans l'âge adulte, que non, il y avait une hiérarchie dans la signification d'être français. C'est d'une violence énorme. Rajoutez à cela la crainte des explosions populaires dans les quartiers populaires qui vont produire, et là-dessus je vous renvoie au très beau livre au pluriel de Mathieu Rigouste, à des missions particulières qui sont données à la police sur la question des quartiers populaires, avec des dimensions de surveillance, et pas seulement des dimensions de maintien de l'ordre. Et dans tous les quartiers populaires où j'ai pu aller, tous me racontent des scènes d'humiliation dans le rapport à la police. Et ça ne peut pas ne pas laisser de marque, ça ne peut pas avoir des significations. Et quand j'ai l'impression d'être sans cesse contrôlé, et qu'en plus je me sens discriminé, mais qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à maîtriser mes espaces de proximité. C'est-à-dire que je ne vais pas aller courir le risque d'aller au centre-ville. Je vais investir les espaces que je connais. Et ça, c'est une des dimensions qui va renforcer encore l'enfermement, cette fois-ci non pas du fait de l'extérieur, mais du fait de l'intériorisation par les personnes de ces dimensions-là. Ajouter un dernier processus, qui est le processus qui est dramatique, et sur lequel je vais toucher du bois en espérant que ça n'arrivera pas. Si nous ne sommes pas capables d'inverser les choses, nous allons vers la catastrophe, qui est le processus d'ethnicisation des explications. Depuis 30 ans dans les médias, on n'explique plus la réalité, et dans les médias et dans le débat politique, par des causes économiques, par des causes sociales, par des causes d'inégalité. On les explique par des causes culturelles, des causes religieuses, etc. Et ça, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet auprès des membres des populations qui sont visées? Quand en 2005, on explique la révolte de 400 quartiers populaires pendant 21 jours par la polygamie des Noirs, quand même extraordinaire. 8000 familles polygames, ça fait exploser 400 quartiers populaires pendant 21 jours. On voit bien que scientifiquement ça ne tient pas, n'empêche qu'on a eu ce type d'explication officiellement mis dans les médias. Quand on nous explique que l'école de la République est menacée par quelques foulards, quand on nous explique que les valeurs de la République sont menacées par quelques foulards,
c'est facile de suridéologiser un certain nombre de thèmes pour des enjeux de court terme, des enjeux électoraux, des enjeux d'éviter des révoltes sociales ou d'éviter des contestations sociales. Mais attention, ça se paye, parce que ça a des conséquences. Toutes ces populations qui sont humiliées, pour les plus fragiles de leurs membres, ben ça peut donner des comportements tout azimut. Et ce serait complètement injuste de s'intéresser aux conséquences sans questionner les causes qui sont derrière. Dans cette ethnicisation des explications, se rajoute dans l'ethnicisation une dimension particulière qui est encore aujourd'hui tabou, même les derniers événements n'ont pas amené une prise de conscience là-dessus, qui est le développement d'une islamophobie extrêmement importante. Et on a revu ces derniers jours, il y a de nouveau des agressions. Et bien ça, ces dimensions-là, elles viennent casser le lien social dans les quartiers. Parce que l'explication ethniciste, culturaliste, elle ne m'amène pas à rechercher ce qu'il y a de commun entre moi et mon voisin. Nous sommes tous les deux locataires et nous avons tous les deux besoin de nous battre pour diminuer les loyers ou pour diminuer les charges. Elle m'amène à regarder ce qui me différencie de lui, ce qui m'oppose à lui, surtout que les médias présentent ça comme une opposition de république, de valeurs, de je ne sais quoi, etc. Et donc le lien social a été extrêmement fragilisé. Et là, nous retrouvons un des processus qui a beaucoup été étudié en sociologie, qui est ce que l'on appelle le processus de stigmatisation. Goffman nous dit le stigmate crée le comportement. Le stigmate crée le comportement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière de parler à quelqu'un, de décrire quelqu'un, va aussi déterminer son comportement. Ceux qui ne me croient pas ou qui ne sont pas convaincus, demain matin, quand votre petit frère ou votre petite sœur ou votre fils ou votre fille, prenez-le le plus petit possible. Quand il vient vous faire le bisou du matin, dites-lui « Tu es insupportable aujourd'hui ». Faites-le pas trop longtemps, vous allez m'en vouloir. Hein. Et vous attendez 30 secondes et vous répétez « Mais tu es vraiment insupportable aujourd'hui ». Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Il va entrer dans l'image qu'on donne de lui, il va devenir insupportable. À force de présenter les quartiers populaires comme étant uniquement des jungles, à force de présenter les quartiers populaires comme étant uniquement des lieux dans lesquels il n'y a que de la violence, et dire ça, ça ne veut pas dire qu'on nie la violence, il y a de la violence. À force de présenter les jeunes comme étant des gens qui ne parlent pas politique, qui ne pensent pas politique. Moi, j'ai jamais vu une génération qui parle autant politique. Autre chose est de savoir l'organiser. À force de présenter une certaine vision, une certaine image des quartiers populaires, on va aussi créer ce comportement. Il faut s'intéresser, je crois que la question était posée dans le petit reportage, et j'en arrêterai là pour vous laisser travailler, eh bien il faut s'intéresser à la notion de frontières. Il y a des frontières, certaines visibles, d'autres invisibles, qui sont parfois consciemment construites, parfois qui reflètent l'inconscient de peur de ceux qui décident des aménagements. Et quand il y a ça, ben ça crée des frontières. Ça crée des frontières. Je voudrais juste en donner quelques exemples. Si, quand vous allez au centre-ville, vous êtes l'objet de regards particuliers, ben oui, vous allez finir par pas sortir. Si les équipements sont construits de telle sorte à ne pas vous faire sortir du quartier, ben vous aurez tendance à ne pas en sortir. Vous avez deux modèles qui me posent problème, moi, dans la manière d'avoir pensé les quartiers. Je ne connais pas Villeneuve, donc j'espère que vous les avez évités tous les deux. La première manière, c'est ce que j'appellerais le modèle colonial. C'est-à-dire qu'on a construit un centre-ville avec tous les équipements et un quartier qui est le désert. Ça ressemble beaucoup, pour ceux qui connaissent un peu, je vous conseille de le lire, il est d'une actualité brûlante, Frantz Fanon, quand il décrit la ville coloniale, où il dit voilà, il y a un centre avec tout, et puis il y a des quartiers où c'est le désert. D'après ce qu'on m'a fait traverser un peu le quartier, ça n'est pas le cas. Il y a un second modèle, qui est le modèle de la réserve indienne. On met tout sur place pour que les gens ne sortent pas. Et ça, je pense qu'il faut vraiment interroger, c'est-à-dire que c'est des frontières, c'est pas forcément conscient et volontaire, mais c'est des choses qui vont jouer après, dans la manière dont les gens se sentent bien à un endroit, à un autre, etc. Si les gens ne vont pas au centre-ville, il faut aussi interroger qu'est-ce qui dans le centre-ville peut faire fuir certaines personnes. Si les gens restent dans leur quartier, il faut interroger les véritables motifs et non pas le renvoyer à c'est eux qui ne veulent pas, c'est en eux, il y aurait un gène de mobilité qu'ils n'auraient pas, etc. Et donc on a vraiment des frontières invisibles qui se mettent en place. Et donc la question qui nous est vraiment posée, c'est comment peut-on, en créant des espaces dans lesquels les premiers concernés donnent leur regard sur leur réalité, leurs explications de la réalité, eh bien, comment à partir de là, on va pouvoir
justement recréer du commun, parce que sinon, si nous ne sommes pas capables de recréer ces espaces-là, quelle est la réaction? Je vais avec ceux qui me semblent maîtriser, ceux qui me semblent comme moi. Et donc je suis dans un processus moi-même d'auto-enfermement, pas parce que je suis idiot, parce que la violence extérieure est telle que pour subsister, bien je me dis, comme dit mon collègue de ZEP, le chanteur, heureusement qu'il y a la famille. La famille, c'est un endroit où je me sens en sécurité. Le quartier, c'est un endroit où je me sens en sécurité. Et donc il faut interroger l'insécurité que je peux ressentir à l'extérieur. Et donc le sentiment d'enfermement, et j'en arrêterai là-dessus, c'est à la fois un processus objectif, un vrai enfermement, et à la fois l'intériorisation de cet enfermement. À la base de tout cela, il y a la fragilisation du lien social dans nos quartiers. Et donc la solution, elle doit être recherchée dans le développement non seulement de la solidarité, ça c'était une évidence, mais aussi des espaces où on pense ensemble et où on agit ensemble. Merci.